Salut Joanne. Salut Raphaël. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Donc Joanne, t'es prof de philo au collège depuis une douzaine d'années. Ouais, 12-13 ans, ouais. Ouais, t'as été super impliqué dans le groupe Prof contre la hausse en 2012 Ouais. durant la grève étudiante. Ouais. Ensuite en 2015 durant la grève des profs. Oui. J'aimerais que tu nous dises un peu pourquoi ces moments-là étaient si importants pour toi, puis pour beaucoup d'entre nous. Ouais. 2012 d'abord, c'est vraiment un moment où j'ai découvert ce que la politique pouvait être, au sens noble du terme. C'est-à-dire quand un groupe d'individus reprennent possession de leur chemin, de comment ils voient les choses, de leur destin en quelque sorte. Puis ce qui était beau avec 2012, c'est comment les jeunes, on redorait en quelque sorte l'image qu'on pouvait avoir d'eux, comme étant juste des personnes apathiques qui n'avaient aucun sens des valeurs, aucun sens de la politique. On voit que quand on les met en mesure de reprendre en main leur destin, de les écouter quand ils s'expriment, en fait c'est extrêmement articulé, extrêmement critique, avec une réelle vision sociale. Donc 2012 pour moi ça a été une leçon en fait, c'est les jeunes qui nous ont donné une leçon de politique et nous on a juste embarqué dans le mouvement, les profs avec Prof contre la hausse, on les a suivis, on était là pour les aider mais surtout pour les regarder à l'œuvre et on a suivi leur exemple et ils nous ont vraiment démontré quelque chose de très beau, un peu comme les jeunes aujourd'hui aux États-Unis qui manifestent contre les armes et avec Marchons pour nos vies, ils nous donnent une réelle leçon d'engagement en fait politique. Et puis en 2015, ce que j'ai aimé avec notre mouvement quand on était aux négociations, c'était aussi qu'on avait essayé de repolitiser les choses. Aujourd'hui, la politique, c'est essentiellement d'aller voter, c'est un geste qui est individualiste, c'est un geste qui est très isolé. On est une masse, on est pris dans la consommation, on est pris dans l'endettement, il n'y a pas de solidarisation. Mais quand il y a des mouvements comme ça, comme 2012 ou comme 2015, qu'on discute, qu'on y croit de nouveau, qu'on manifeste ensemble, qu'on fait des grèves ensemble, on voit à quel point on a un impact sur l'environnement économique, sur la loi, sur le monde qui nous entoure. Et donc c'est des moments importants d'empowerment, là, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de reprise de conscience du pouvoir qu'on a en tant que citoyen. Et que finalement, c'est de nous que doit venir la politique. Pas d'en haut, mais d'en bas. Parce qu'en haut, les gens qui sont en haut, que ce soit Philippe Couillard, le Parti libéral ou le Parti québécois qui était passé en 2012, c'est des gens qui ont juste à cœur leur propre intérêt personnel, qui ont à cœur de gouverner pour eux, pour leurs amis. C'est tous des millionnaires, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, qu'ils soient hommes d'affaires, c'est des millionnaires qui font une politique pour les millionnaires. Ils utilisent la politique pour leur carnet d'adresses, pour se faire des alliances, des liens, pour ensuite être pour siéger dans les conseils d'administration des grandes entreprises une fois qu'ils sont passés au pouvoir. On voit ça avec Lucien Bouchard qui aujourd'hui négocie pour les médecins. Il était Premier ministre, aujourd'hui il négocie pour les médecins, pour des grands cabinets privés, pour appauvrir l'État et appauvrir les Québécois et les citoyens. Donc c'est vraiment pas des gens qui ont à cœur le bien public. Ils n'ont aucune vocation publique, aucun intérêt public. Philippe Couillard, avant même son élection, il avait mis de l'argent dans les paradis fiscaux, de l'argent qu'il avait fait dans les Émirats. Donc ça prouve à quel point il vole lui-même le fisc québécois et on le met à la tête du gouvernement. Comment est-ce que des gens comme ça peuvent faire une politique publique ? Donc c'est sûr qu'ils font constamment politiser les choses parce que si on appauvrit le système de santé, si on appauvrit l'éducation, c'est pour ces gens-là et pour leurs alliés. Donc il y a réellement un conflit de classe qui se joue ici. Puis, et en 2012 et en 2015, évidemment, il y avait toute une critique de l'austérité. Il y avait des revendications particulières aussi en 2012, la gratuité scolaire. En 2015, les profs demandaient l'intégration des profs de la formation continue, des précaires à l'enseignement régulier. Est-ce que ces revendications-là sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui? Ah oui, toujours, parce que c'est encore une fois les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Le problème de l'endettement étudiant, il est crucial. Les étudiants doivent travailler, avoir des emplois en même temps pour financer leurs études. Ça augmente l'échec scolaire, ça augmente les inégalités entre les étudiants, ceux qui viennent de familles un peu plus favorisées, qui peuvent se permettre de ne pas travailler et qui sont financés par leurs parents. Et ceux qui doivent travailler, on voit les taux d'échec, on les voit ici au cégep, quand on compare les deux populations. Donc ça crée une inégalité sociale, ça fait en sorte que finalement les études sont pas offertes à tout le monde. C'est encore une façon de créer des divisions et des inégalités. Donc oui, il faut encore avoir cette mesure de la gratuité scolaire, c'est certain, c'est encore d'actualité. Le problème, c'est qu'il y a un choix politique qui est fait pour des raisons idéologiques. On veut que nos étudiants soient des clients, on veut que nos étudiants se pensent comme ayant mérité et comme ayant fait un choix personnel et individuel. On veut en quelque sorte
participer à leur atomisation sociale, qu'ensuite ils vivent comme des consommateurs qui doivent rembourser leurs dettes, que eux ils ont réussi contrairement aux autres et que c'est une façon de diviser pour régner. Ensuite les gens qui n'ont pas d'études, qui sont pauvres, c'est leur faute, ils avaient qu'à s'investir. Donc il y a toute une logique de division de la population qui est en bas, qui se joue là-dedans, qui est très perverse. Puis il y a aussi le fait que les étudiants qui ont des dettes, ils sont inféodés aux banques. Donc ensuite, ils doivent de l'argent à des banques, ils sont pris dans la logique du travail, ils peuvent pas négocier leurs conditions de travail aussi facilement quand ils sont face à des employeurs, parce qu'ils doivent payer et rembourser des emprunts et des dettes. Donc forcément, pour le capitalisme, en quelque sorte, c'est un gain d'avoir des gens qui ne peuvent pas négocier leurs conditions de travail, d'avoir des personnes qui ensuite sont divisées les unes contre les autres, qui ne sentent aucune solidarité. Mais pour la société, c'est une perte d'avoir des gens qui sont comme ça. Donc oui, il faut militer pour la gratuité scolaire, et puis c'est très simple à financer. Je veux dire, on met énormément d'argent dans des subventions pour des compagnies comme Bombardier, on perd énormément d'argent dans les paradis fiscaux. Tout cet argent-là qui est perdu, il pourrait être réinvesti ailleurs. C'est pas une question comptable qui est le problème, c'est vraiment une question idéologique de choix de société qui est fait par des gens qui n'ont pas à cœur le bien commun. Tu as parlé de la facilité avec laquelle le capital se réapproprie toute initiative, toute tentative de transformation du système. Alors comment est-ce qu'on fait dans ce contexte-là pour se réapproprier notre société, pour changer les choses réellement? Déjà, en tant que citoyen, d'être un citoyen, c'est-à-dire pas juste un consommateur ou pas juste un individu qui cherche à vivre un peu entre les mailles, mais d'avoir toujours une implication sociale, un effort de conscientisation, manifester, de s'engager dans sa communauté. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce que le citoyen s'engage, parce que tant que l'appareil d'État, c'est-à-dire la justice, la police, les lois, restent aux mains de cette clique-là, le citoyen va être limité dans sa capacité à avoir un monde qui lui correspond. Donc à un moment donné, il faut prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est important que des partis comme Québec solidaire existent et qui petit à petit grugent du terrain sur les partis traditionnels et conventionnels, parce que ça donne quand même un espoir qu'à un moment donné, le pouvoir puisse être pris et que l'appareil légal, l'appareil de l'État, l'usage de l'argent public soit affecté à des choses qui réellement nous servent tous. Merci beaucoup, Johan. De rien. C'est super intéressant. Ouais. Toujours un plaisir de militer avec toi. Eh bien, bonne chance pour la suite. Merci. À la prochaine lutte. Oui. Donc évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les écoles primaires et secondaires du quartier qui sont dans un état de délabrement effroyable. Il faut les refinancer, mais il y a des limites à ce qu'on peut dire en 2 minutes. Donc on en reparle bientôt. Merci, à bientôt.